L'anéantissement nucléaire, ce produit de la guerre froide, est naturellement identifié aux deux grandes puissances de l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique. Cette rivalité est toutefois éclipsée par un autre conflit qui, plus tard, se transformera lui aussi en conflit entre puissances nucléaires, l'Inde contre le Pakistan. Les deux pays se sont livrés 3 guerres au cours des 75 dernières années, et les relations tendues entre Delhi et Islamabad ne sont pas près de s'apaiser. Avec la montée en puissance de l'Inde sur la scène internationale et le rapprochement du Pakistan avec la Chine, le conflit entre les deux capitales prend de plus en plus d'importance. Il l'est également à l'échelle mondiale, étant donné que leur population combinée dépasse 1,5 milliard d'habitants et que l'Inde et le Pakistan possèdent tous deux des armes nucléaires. Tout porte à croire que la probabilité d'une guerre nucléaire entre les deux pays est l'une des plus élevées au monde. Mais quelle est la genèse de cette rivalité, apparemment ancestrale? Comment affecte-t-elle la situation internationale aujourd'hui? Bienvenue dans le rapport des années 20. Les identités nationales de l'Asie du Sud ont été plus ou moins façonnées au début du XXe siècle, sous le raj britannique. Lorsque les Britanniques ont colonisé le sous-continent indien, l'une des fractures communautaires qu'ils ont exploitées pour diviser la société était la religion. Avant l'indépendance, l'Inde était une société pluraliste, un creuset de cultures, de langues et de religions différentes. Les religions les plus importantes étaient l'hindouisme, qui représentait environ 70% de la population, et l'islam, qui représentait près de 25% de la population avant l'indépendance et la partition de 1947. Le mouvement indien pour la liberté était composé de représentants de ces deux religions, ainsi que d'autres minorités religieuses. Au premier plan se trouvaient deux grandes organisations, le Congrès national indien, laïque mais majoritairement hindou, dirigé par Mohandas Karamchand Gandhi, et la Ligue musulmane, qui était, comme son nom l'indique, majoritairement musulmane, notamment sous la direction de Muhammad Ali Jinnah. À mesure que le mouvement pour la liberté progressait, Jinnah commençait à se sentir marginalisé et se heurtait souvent à Gandhi. Les tensions politiques ne cessent de croître entre les deux hommes et se répercutent progressivement sur l'ensemble de la communauté. Les graines de la discorde ayant été semées, les fissures ont commencé à apparaître entre la majorité hindoue et la minorité musulmane, ce qui a conduit à une escalade de la violence des années 1930 à la fin des années 1940. Les hostilités se sont finalement traduites par une volonté politique en mars 1940, avec l'adoption de la déclaration de Lahore pour la Ligue musulmane, une résolution visant à établir une patrie séparée pour les musulmans de l'Inde britannique. Entre-temps, la Seconde Guerre mondiale a contraint les Britanniques à repenser l'occupation du sous-continent. Les coûts et l'énergie dépensés pendant la guerre pour tenter de vaincre l'Allemagne hitlérienne ont rendu non viable le maintien de l'ordre en Inde en vue d'une exploitation ultérieure. Par la suite, des plans ont été élaborés en vue d'une sortie précipitée de l'Asie du Sud, dont l'un des éléments essentiels consistait à diviser l'Inde britannique en deux pays, en tenant compte de la demande de création d'une nation musulmane distincte. C'est ainsi que sont nés deux pays, l'Inde, à majorité hindoue, et le Pakistan, à majorité musulmane. Mais outre l'Inde et le Pakistan, il existait également un ensemble de 5656 États princiers que les Britanniques avaient laissés à leur propre sort. Il leur appartenait de choisir leur loyauté, rejoindre l'Inde ou le Pakistan, ou rester indépendants. La plupart des États princiers ont adhéré à l'Inde ou au Pakistan, sans aucune coercion ou avec une coercion minimale. Les facteurs généralement pris en compte étaient la situation géographique et les intérêts collectifs. En général, les États à majorité musulmane ont cédé au Pakistan, tandis que les États à majorité hindoue ont cédé à l'Inde. Mais un État princier est devenu le point de discorde, le Jammu et Cachemire. Et cela restera, jusqu'à aujourd'hui, le facteur le plus important pour décider des relations entre les deux pays. Contrairement à la plupart des autres États princiers, le Jammu et Cachemire était particulier pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agissait d'un État à majorité musulmane dirigé par un hindou, bien qu'il y ait également une importante population hindoue et sikh dans la sous-région de Jammu. Deuxièmement, la situation stratégique de l'État, limitrophe de la Chine à l'est, de l'Inde au sud et du Pakistan à l'ouest, le rendait extrêmement désirable pour l'Inde et le Pakistan. La Chine revendiquait également une partie de l'État à l'est. Troisièmement, le souverain, Hari Singh,
avait signé un accord de statu quo et souhaitait prendre son temps avant de décider de céder à l'un ou l'autre pays ou de rester indépendant. Les dirigeants pakistanais pensaient que Hari Singh pourrait finir par pencher du côté de l'Inde si aucune mesure n'était prise. Ils étaient également conscients des soulèvements des sujets musulmans rebelles du souverain au Cachemire. Soutenus par l'État, les militants tribaux pakistanais ont envahi la frontière occidentale du Cachemire en octobre 1947 et se sont livrés à des pillages, occupant des parties importantes de l'État et atteignant presque la capitale, Srinagar. Hari Singh a paniqué et a demandé à l'Inde de l'aider à riposter. Sa demande est acceptée, mais à condition qu'il signe l'instrument d'adhésion à l'Inde, ce qu'il fait. Les forces indiennes sont alors transportées par avion au Cachemire pour repousser les forces d'invasion venues de l'Ouest. En réponse, l'armée pakistanaise est entrée sur le champ de bataille et c'est ainsi qu'a commencé la première guerre officielle du Cachemire. Après environ 1 an de combat, un cessez-le-feu officiel a été conclu. Le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan au sujet du Cachemire était soumis aux résolutions des Nations Unies. Ces résolutions recommandaient, entre autres, l'organisation d'un plébiscite pour décider du statut de Jammu et Cachemire, à condition que le Pakistan se retire complètement de l'État et que l'Inde réduise sa présence militaire au strict minimum. Aucune des conditions requises pour le plébiscite n'a été remplie à ce jour. Un plébiscite n'a donc jamais été organisé dans l'État. Mais les plébiscites ne sont pas rares dans l'histoire moderne de l'Asie du Sud, et constituaient en fait un moyen courant de déterminer le sort de certains territoires contestés lors de l'indépendance. Les provinces du Nord-Ouest, actuellement Pakistan, le district de Sylhet, actuellement Bangladesh, et Junagadh, actuellement en Inde, sont autant de cas où l'opinion publique a été sollicitée pour prendre des décisions. En fait, le plébiscite de Junagadh a été un précédent créé par l'Inde avec une situation plus proche de celle de Jammu et Cachemire, mais dans l'autre sens. Il s'agissait d'un État princier dont le souverain était musulman et la population majoritairement hindoue. Lorsque le souverain de Junagadh a cédé au Pakistan en dépit de l'absence de culture commune ou de frontières partagées, sous l'effet de la coercion politique, l'Inde est intervenue et a imposé un plébiscite, à l'issue duquel l'écrasante majorité s'est prononcée en faveur de l'union avec l'Inde. Le plébiscite au Jammu et Cachemire n'ayant jamais eu lieu, le sort de l'ancien État princier est resté incertain et a été le théâtre de nouveaux affrontements. En fin de compte, la bataille de 1948 n'a pas été la dernière guerre menée au sujet du Cachemire. L'Inde et le Pakistan se sont à nouveau fait la guerre en 1965, faisant de leurs voisins des ennemis jurés. Les forces pakistanaises ont lancé une attaque secrète à travers la ligne de cessez-le-feu au Cachemire pour tenter de s'emparer d'un territoire, ce qui a conduit l'Inde à franchir la frontière internationale pour attaquer les bases militaires pakistanaises. La guerre n'est toujours pas concluante et, après un mois, un armistice est déclaré sous l'égide des États-Unis et de l'URSS. Les deux parties acceptent de revenir à leur position d'avant-guerre. Il s'agit de la première intervention des superpuissances de la guerre froide dans la région de l'Asie du Sud. Cependant, la guerre la plus importante entre les deux nations a peut-être eu lieu en 1971. Cette fois, elle s'est soldée par une victoire décisive de l'un des deux camps. La genèse du conflit de 1971 n'est pas la question du Cachemire en soi, mais plutôt le conflit civil interne entre le Pakistan occidental, dominé par le Pendjab, et le Pakistan oriental, dominé par les Bengalis, tous deux séparés par la vaste masse continentale de l'Inde. La lutte pour les droits des Bengalis a commencé dès que le Pakistan s'est constitué en tant qu'État, la religion étant le seul facteur d'unité entre les deux cultures. Bien que le Pakistan oriental soit plus peuplé, le fossé en termes de qualité de vie, d'influence politique et de richesse économique entre les deux parties penche fortement en faveur du Pakistan occidental. L'embargo culturel peut être évalué par le fait que le bengali, la langue de facto de Bengale oriental, s'est même vu refuser le statut de langue d'État par les islamistes. Les tensions ont augmenté lorsque la Ligue Awami, un parti politique du Pakistan oriental, a remporté les élections en 1970, mais les partis politiques de la partie occidentale ont refusé de céder le pouvoir, ce qui a provoqué des troubles. L'armée pakistanaise est intervenue en mars 1971, prétextant les troubles, et envahit le Pakistan oriental. Au cours de ce qui est considéré comme une période sombre et violente de la guerre civile, le génocide bangladais aurait entraîné le déplacement d'environ 1,5 million de Bangladais, la mort de 3 millions de personnes et le viol d'au moins 200 000 femmes. Ces troubles ont eu des répercussions en Inde,
puisque quelques 10 millions de réfugiés du Pakistan oriental ont été conduits dans le pays pour fuir l'armée pakistanaise. Le premier ministre indien de l'époque, Indira Gandhi, a anticipé un conflit avec le Pakistan et a commencé à rencontrer des dirigeants du monde entier, façonnant le discours de l'Inde en prévision de la guerre. Le 3 décembre 1971, le Pakistan a lancé une attaque préventive sur la frontière occidentale de l'Inde et une véritable guerre a éclaté. 13 jours après le début de la guerre, l'Inde a forcé le Pakistan à se rendre et le Bangladesh est né. Les relations indo-pakistanaises se sont détériorées après 1971, le Pakistan tentant de se venger de la perte du Bangladesh. Les rivaux ont commencé à s'intéresser aux armes non conventionnelles. Malgré l'opposition mondiale, l'Inde a procédé à son premier essai nucléaire en 1998, suivi par le Pakistan la même année. Compte tenu des capacités nucléaires nouvellement acquises, l'Inde et le Pakistan se sont à nouveau affrontés en 1999, cette fois au sujet d'une région du Cachemire appelée Kargil, ce qui a suscité de vives inquiétudes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une véritable guerre comme celle de 1971, la menace d'un franchissement du parapluie nucléaire pesait lourdement. Pourtant, ce conflit de courte durée s'est soldé par un changement de territoire minime. Mais il a prouvé qu'une guerre conventionnelle en dessous du seuil nucléaire était possible. Si les conflits militaires ont effectivement été les points forts des relations indo-pakistanaises, la question se pose de savoir pourquoi les deux parties n'ont pas simplement discuté. En théorie, la réponse est simple: un manque de volonté politique. Mais il y a un contexte plus large derrière tout cela. L'Inde et le Pakistan ont commencé avec des systèmes politiques et juridiques hérités du Raj britannique, mais ils ont progressivement divergé. Les deux pays ont été établis en tant que démocratie fédérale et ont commencé avec des premiers ministres forts, Jawaharlal Nehru pour l'Inde et Mohammed Ali Jinnah pour le Pakistan. Alors que Nehru est resté le Premier ministre jusqu'à sa mort en 1964, ce qui lui a donné 17 ans pour établir les fondements d'une nouvelle nation, Jinnah est décédé en 1948. Le fait que le Pakistan soit préoccupé par le Cachemire a permis à l'armée pakistanaise d'avoir son mot à dire dans les affaires nationales, politiques et économiques, contrairement à ses homologues indiens. En conséquence, la démocratie indienne est restée largement intacte, à l'exception d'une brève période d'incertitude politique de 1975 à 1977, au cours de laquelle un état d'urgence nationale a été décrété. La démocratie pakistanaise s'est heurtée à l'opposition farouche de l'État profond. Le Pakistan a connu 3 coups d'État militaires au cours de son histoire et a passé plus de la moitié de ses 76 années d'existence sous des dictatures militaires. En outre, aucun Premier ministre pakistanais n'a effectué un mandat complet de 5 ans. L'impact d'un leadership aussi instable a été un manque de dialogue efficace et pratiquement aucune continuité politique au sein du leadership civil, puisque toute politique de paix doit être approuvée par le QG militaire pakistanais. Et compte tenu des intérêts personnels des militaires, une politique de paix avec l'Inde n'est pas la plus facile à mettre en place. L'aspect économique de la rivalité indo-pakistanaise a commencé à jouer un rôle de plus en plus central dans la dynamique du pouvoir, principalement en raison de l'écart croissant entre les fortunes économiques de l'Inde et du Pakistan. Aujourd'hui, l'Inde est la 5e économie mondiale, l'une des plus dynamiques, et fait partie du BRICS et du G20, alors que le Pakistan est au bord de la cessation de paiement. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Comment en est-on arrivé là? Immédiatement après l'indépendance, l'Inde, qui se méfie du capitalisme et dont les dirigeants étaient fortement orientés à gauche, s'est davantage inspirée du modèle de développement de l'URSS, même si, officiellement, elle est restée non alignée. L'objectif était l'autosuffisance. Cela signifie qu'à partir des années 1950, l'État a pris le contrôle de tout, de l'acier aux mines, en passant par l'eau, les télécommunications, les assurances et surtout les banques. Un système bancaire solide et robuste est essentiel à une économie forte, ce que les banques contrôlées par l'État, dotées d'installations mal réparties et de systèmes de crédit inefficaces, n'étaient pas en mesure d'assurer. En outre, la croissance des actifs non performants, dictée par des considérations politiques, a conduit à la stagnation progressive de l'économie indienne. En 1950, l'Inde comptait 430 banques commerciales. En 1980, toutes les banques indiennes ont été nationalisées. Le socialisme s'est tellement ancré dans l'éthique indienne qu'il a fini par être inscrit dans la Constitution. Résultat, lorsque l'Inde a été contrainte de demander l'aide du FMI en 1991, le fonds a forcé l'Inde à libéraliser son économie. Les taux de croissance
ont recommencé alors à augmenter. Le Pakistan a commencé par adopter une approche différente. Il s'est rapproché des États-Unis dès son indépendance. Sur le plan économique, l'économie pakistanaise était beaucoup plus ouverte que celle de l'Inde et, grâce à l'aide américaine, l'économie s'est développée. Dans les années 1960, le Pakistan était l'un des pays à la croissance la plus rapide d'Asie, voire du monde, avec une croissance économique d'environ 6%, grâce à une politique économique axée sur l'industrie manufacturière, un programme de crédit rural et à des réformes agricoles. Les troubles politiques du Pakistan ont progressivement commencé à peser sur l'économie, surtout entre 1978 et 1988, lorsque le dictateur militaire Mohammad Zia-ul-Haq a islamisé l'économie. Les industries naissantes comme le cinéma et la musique ont été fermées pour se conformer à son interprétation de la charia. La croissance économique s'est arrêtée et ne s'est jamais vraiment rétablie. Le PIB pakistani par habitant a été supérieur à celui de l'Inde jusqu'en 2010 environ, avant que la libéralisation économique de l'Inde, qui avait commencé en 1991, ne lui donne une longueur d'avance. L'économie indienne est aujourd'hui beaucoup plus ouverte aux entreprises privées et aux investissements étrangers qu'elle ne l'était avant 1991, grâce à des interventions clés du gouvernement telles que l'interface de paiement unifiée, UPI, une infrastructure de paiement numérique conçue pour permettre au plus grand nombre d'accéder au système bancaire formel, un écosystème de start-up dynamique, une industrie pharmaceutique et informatique bien établie, et un secteur manufacturier en pleine croissance. L'Inde est prête à connaître un meilleur avenir économique que le Pakistan au cours de la prochaine décennie. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans l'un de nos précédents épisodes. Bien que les deux pays soient encore confrontés à une pauvreté importante aujourd'hui, la trajectoire future place l'Inde dans une meilleure position que le Pakistan. La rivalité indo-pakistanaise qui dure depuis décennies a conduit les deux centres à modifier, voire à inverser leurs alliances. Dès le départ, l'Inde a cherché à ne pas s'aligner sur l'une ou l'autre partie, mais elle entretenait de facto des relations étroites avec l'URSS. Le Pakistan, quant à lui, a commencé à travailler en étroite collaboration avec les États-Unis, son principal allié. Les États-Unis avaient besoin du soutien militaire du Pakistan pour leurs opérations en Asie, comme la guerre en Afghanistan, et sont donc restés le principal bailleur de fonds de l'appareil militaire pakistanais. À tel point que le principal armement du Pakistan était et reste les avions américains F-16. Mais, avec la capture d'Oussama Ben Laden au Pakistan, les relations se sont détériorées et les États-Unis se sont tournés vers l'Inde, motivés par les dénominateurs communs que sont la démocratie laïque, les opportunités économiques et, surtout, le défi posé par la Chine. Alors que le Pakistan a toujours entretenu des relations cordiales avec la Chine, il a commencé à s'appuyer fortement sur elle, tant pour l'aide économique que militaire, depuis les retombées de l'accord avec les États-Unis. Cette attitude est motivée par un intérêt stratégique commun contre l'Inde et un intérêt mutuel pour le Cachemire. Si l'Inde et le Pakistan revendiquent l'ensemble de l'État de Jammu et Cachemire, la Chine elle-même revendique certaines parties du Cachemire, qu'elle contrôle en fait. Cette partie du Cachemire contrôlée par la Chine, ou Aksai Chin, a également fait l'objet d'un différend entre l'Inde et la Chine. Dans ce triangle, la Chine et le Pakistan se sont mis à soutenir mutuellement leurs revendications. En fait, le Pakistan a volontairement cédé à la Chine des parties du Cachemire qu'il administrait en 1963. Bien entendu, l'Inde a réfuté cette affirmation, ce qui n'a fait qu'entretenir la froideur des relations entre l'Inde et la Chine, malgré l'importance des échanges commerciaux sous-jacents. La Chine a également fait du CPEC, le corridor économique Chine-Pakistan, la pièce maîtresse de son initiative Une ceinture, une route. Le CPEC relie le Cachemire administré par le Pakistan à son port méridional de Gwadar avec des infrastructures industrielles et a été contesté par l'Inde. Aujourd'hui encore, le Cachemire reste la plus grande épine entre l'Inde et le Pakistan, et le résultat de cette querelle est un potentiel commercial considérablement sous-exploité entre les deux pays. Selon certaines estimations, le potentiel commercial entre l'Inde et le Pakistan pourrait atteindre 37 milliards de dollars, contre 1 à 2 milliards de dollars aujourd'hui. Que nous réserve l'avenir ? L'Inde et le Pakistan ont une composition ethnique similaire, des cultures similaires, des goûts similaires et des problèmes très similaires. Cela plaide en faveur d'une normalisation des relations, peut-être sous l'impulsion d'un accroissement du commerce bilatéral. Une plus grande dépendance économique l'un envers l'autre relèverait le seuil d'agression militaire et stimulerait la productivité régionale. Les blocs commerciaux régionaux
tels que l'ANAS et l'UE, en sont l'illustration. La promotion du commerce régional a joué un rôle de multiplicateur de richesse. Mais comme la situation actuelle s'éternise, le différentiel en termes de puissance économique et militaire devrait s'accroître en faveur de l'Inde. Par conséquent, l'Inde est moins susceptible d'être obligée de faire amende honorable avec le Pakistan, ce qui maintient la probabilité d'un conflit militaire à un niveau élevé. Il est donc dans l'intérêt du monde entier de pousser l'Inde et le Pakistan à normaliser leurs relations. Si éviter un nouveau conflit militaire entre deux nations dotées de l'arme nucléaire reste la principale préoccupation, de meilleures relations indo-pakistanaises se traduiraient par une amélioration des conditions de vie dans l'une des régions les plus pauvres et les plus peuplées du monde.